Qui n'a jamais eu un jour cette envie de vivre une véritable histoire d'horreur dans la vraie vie? Je suis sûrement le seul. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va entendre pas mal de témoignages de la sorte, des personnes comme vous et moi qui ont vécu des histoires absolument horribles dans la vraie vie. Au programme donc des histoires rationnelles et des histoires paranormales que je suis allé chercher du coup avec Marwan, le frérot, vous connaissez à fort sur la chaîne, sur Reddit. J'espère que vous allez les apprécier, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous avez préférés. Je trouve ça cool un petit peu de sonder, comme ça on adaptera les prochains épisodes pour vous mettre des histoires que vous kiffez pas mal. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires, paranormal, rationnel, voilà. Dites-nous les mécaniques qui vous touchent et on verra ça du coup pour les prochains épisodes. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés confortablement chez vous. Ce soir, on se fait peur et ça commence maintenant. Avant de vous raconter le premier récit de cette compilation d'histoires Reddit, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a perso trauma récemment. Cette histoire, elle est arrivée à Anna et c'est une jeune étudiante qui est en première année de médecine. Elle est vachement complexée par son apparence et obsédée par la perte de poids. Elle se sent vraiment en permanence en décalage avec les autres. Une ancienne amie lui fait découvrir la solution miracle, des gélules amincissantes. Les effets sont immédiats et spectaculaires. Elle cherche alors à s'en procurer à nouveau, mais face à un prix inabordable, elle tente d'en comprendre la composition. Elle découvre alors, en recherchant tout ça, une vérité macabre. Ces capsules contiennent des cendres humaines. C'est en majorité du phosphate de calcium. Pardon. De la cendre humaine. Bon, cette révélation ne suffit pourtant pas à éteindre son obsession, déterminée à poursuivre sa transformation coûte que coûte. Anna prélève alors en secret des fragments osseux sur un cadavre lors de ses cours d'anatomie, mais en consommant ces gélules, elle ouvre malgré elle son corps à des consciences étrangères qui cherchent à l'habiter. Peu importe le raccourci que tu essaies de prendre, c'est une très mauvaise idée. Elle te rend malade. C'est bien ça que tu voulais. Alors, terrifiant l'histoire. Eh bien écoutez, elle est réalisée par Natalie Erika James dans son nouveau film Saccharine. C'est un mélange parfait de body horror, de paranormal et d'horreur sociale. Je trouve que la thématique change vachement des films qu'on a l'habitude de voir. Et si vous aimez les films d'horreur comme moi et que vous avez kiffé The Substance, d'ailleurs j'ai un poster juste là-bas, hop là, juste là, Grave ou It Follows, je vous conseille vivement d'aller le regarder, car on est un petit peu sur le même univers. Et il sera également disponible sur la plateforme Shadows, le sponsor de cette vidéo. Pour vous la faire courte, c'est une énorme plateforme française 100% horreur, où vous retrouverez des grands classiques, des pépites méconnues et des films que l'on retrouve nulle part ailleurs. Shadows a un catalogue hyper complet avec plus de 500 films et des sorties chaque semaine. La plateforme est disponible sur navigateur, en application mobile et même sur la TV. Vous pouvez prendre un abonnement pour seulement 4,99 €. Il est évidemment sans engagement et vous bénéficiez de 7 jours d'essai gratuits. Merci beaucoup à Shadows pour leur confiance et on passe tout de suite à la première histoire. Bon, la première histoire que je m'apprête à vous raconter, elle est arrivée à Clara, une meuf qui traînait sur Reddit et qui a du coup voulu raconter son histoire assez glaçante. Bon, Clara, il faut savoir qu'elle enseigne l'anglais dans un lycée depuis déjà plusieurs années. Et comme beaucoup de professeurs, elle emporte constamment du travail chez elle. Corriger les récits de 60 adolescentes devient vite pour elle un exercice épuisant, surtout lorsque les copies finissent toutes par se ressembler. Bon, avec le temps, Clara prend l'habitude de rester tard dans sa salle de classe afin de corriger ses piles de devoirs au calme. Le bâtiment du lycée devient presque silencieux après 18 h. Vous l'avez sûrement ce truc-là, les lourdes portes métalliques de l'entrée principale se verrouillent automatiquement, puis les agents d'entretien terminent leur ronde vers 19 h. Après cela, Clara se retrouve donc complètement seule dans l'établissement. 2 semaines plus tôt, elle donne à ses élèves donc un exercice simple. Écrire une scène à suspense en utilisant l'environnement pour créer une tension progressive. Jusque-là, rien de bizarre. 3 jours plus tard, les copies s'empilent déjà sur son bureau et ce jeudi-là, Clara reste encore après les cours. La salle de classe est plongée dans cette ambiance assez particulière, propre aux écoles désertes, bourdonnement des néons, les craquements des vieux tuyaux de chauffage et le silence immense des couloirs vides. Installée derrière
son bureau au fond de la salle, elle corrige les devoirs avec son stylo rouge. Sa classe se trouve au 2e étage, tout au bout d'un long couloir sans fenêtre. Bon, je vous contexte un petit peu tout ça pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et donc vers 21h, Clara attrape une copie située au milieu de la pile. Elle appartient au nouvel élève transféré arrivé un mois plus tôt. Détail important, vous le verrez. Parce qu'il faut savoir que le garçon, il intrigue immédiatement tous les enseignants du lycée. Il ne parle jamais, il ne répond que par des hochements de tête et rend toujours ses devoirs avec une écriture parfaitement droite, propre et régulière. Clara ajuste ses lunettes et commence donc à lire. Le texte n'a pas de titre et l'histoire débute brutalement, sans aucune introduction. Elle décrit un professeur d'anglais assis seul dans sa salle de classe, tard le soir, et très vite, un malaise profond s'installe. Le récit décrit exactement sa propre salle. Les affiches accrochées au mur en parpaing, le bruit du stylo rouge sur les feuilles lignées, le silence du bâtiment vide et même le bourdonnement très particulier des néons au plafond. Clara relève lentement les yeux et la salle est vide. La porte est verrouillée. Bon, elle se convainc que le garçon a probablement dû l'observer un soir à travers la petite vitre de la porte avant d'utiliser cette scène comme inspiration pour son devoir. Bon, l'idée, frérot, reste quand même intrusive, faut pas faire ça, et profondément dérangeante. Mais bon, Clara, elle veut rester rationnelle. Elle décide malgré tout d'en parler à l'administration le lendemain. Puis, elle reprend sa lecture. L'élève écrit que le professeur, absorbé dans sa correction, ne remarque pas immédiatement les variations du courant électrique. Le texte décrit alors un schéma précis. 2 courtes coupures de lumière, une longue pause, puis une dernière extinction brève. Au moment exact où Clara termine cette phrase, la salle plonge dans le noir. Une fraction de seconde plus tard, les lumières reviennent, puis s'éteignent à nouveau 2 fois, et la classe reste ensuite plongée dans l'obscurité pendant plusieurs secondes. Puis, les néons se rallument brusquement avant de clignoter une dernière fois. Exactement comme dans le récit. Clara reste figée sur place, sur sa chaise. Elle est incapable de respirer correctement. Son esprit cherche une explication logique à ça, mais malheureusement, elle en trouve aucune, à part se dire que le lycée est peut-être un peu vieux et que le système électrique est instable. Mais pour elle, ça ne peut pas être qu'une simple coïncidence. Et ses mains commencent à trembler lorsqu'elle baisse de nouveau les yeux vers la copie. Le dernier paragraphe ne contient que 3 phrases. Le texte décrit le professeur assis seul dans le silence qui suit la panne de courant, puis il décrit un bruit violent frappant la grande fenêtre de la salle de classe. Clara lit le dernier mot. Un coup brutal éclate immédiatement contre la vitre à sa droite. Elle sursaute si violemment à ce moment-là que sa chaise grince contre le lino. La fenêtre donne directement sur la cour du lycée, 6 mètres plus bas. Il n'y a aucun balcon, aucune issue de secours, aucun rebord. Absolument rien ne pourrait frapper cette vitre depuis l'extérieur. Pourtant, le bruit vient exactement d'ici. Clara quitte alors l'école quelques minutes après ses corrections. Elle traverse donc le couloir désert presque en courant avant de rejoindre sa voiture verrouillée sur le parking du personnel. Bon, vous imaginez, le lendemain matin, elle arrive un peu plus tôt que d'habitude. Depuis le portail sécurisé des enseignants, elle consulte discrètement le dossier scolaire du nouvel élève, mais là, chose étrange, le fichier est incomplet et plusieurs sections sont noircies ou censurées. Et un détail attire immédiatement l'attention de Clara. Le garçon a changé 6 fois d'établissement scolaire en 4 ans dans plusieurs états différents. Pourtant, on n'y voit aucun problème disciplinaire, aucun rapport de violence, aucun suivi psychologique officiel. Il apparaît dans une école, reste quelques mois, puis disparaît brusquement. Bon, troublée, Clara commence alors à consulter les archives locales des villes où il a été scolarisé et au bout d'1 heure, elle découvre le schéma. Dans chaque établissement fréquenté par le garçon, un membre du personnel meurt dans des circonstances officiellement qualifiées d'accidentelles. Un professeur retrouvé mort dans un local fermé, une bibliothécaire tuée après une chute inexplicable, un enseignant mort dans une cage d'escalier, un autre déchiqueté par une machine dont la sécurité avait mystérieusement cessé de fonctionner. Bref, à chaque fois, la victime travaillait seule après les cours. Et à chaque fois, le garçon quittait l'établissement quelques jours plus tard. Une sueur glacée parcourt tout le dos de Sarah
On la comprend totalement et elle réalise alors quelque chose d'impensable. Les histoires du garçon deviennent réelles lorsqu'elles sont lues. Pour ce soir-là, pendant son cours, elle rend les copies corrigées et lorsqu'elle pose celle du nouvel élève sur sa table, il ne lève même pas les yeux. Avant la sonnerie, Clara annonce un nouveau devoir surprise, écrire une rencontre avec quelque chose d'inconnu. Le week-end entier se transforme alors en cauchemar, Clara dort à peine et le lundi soir, après le départ des élèves, elle verrouille la salle, baisse les stores et s'assoit seule à son bureau. Puis, elle commence à lire la nouvelle copie du garçon. L'histoire décrit immédiatement un professeur enfermé seul dans une salle de classe verrouillée, comme par hasard, puis le texte mentionne des coups frappés contre la porte. Quelques secondes plus tard, 3 coups secs résonnent réellement dans le couloir. Le cœur de Clara est à 2 doigts de s'arrêter, tellement elle panique. Elle continue malgré tout sa lecture. Le texte explique ensuite qu'une voix familière appelle depuis l'extérieur, une voix identique à celle du directeur du lycée. À travers la porte, une voix masculine retentit aussitôt. « Clara ? Ouvre-moi, j'ai oublié mes clés. » Le récit après ça continue, il décrit le professeur se levant lentement pour ouvrir la porte malgré sa peur et avant même d'en prendre conscience, Clara se retrouve debout. Ses jambes avancent seules vers la poignée métallique, sa main tremble à quelques centimètres du verrou, puis elle lit la dernière phrase du récit. Le professeur comprend finalement que la voix n'est qu'une imitation destinée à le faire ouvrir. Alors il recule et refuse d'ouvrir la porte. Clara retire immédiatement sa main et aussitôt, le silence retombe dans le couloir. La présence derrière la porte disparaît, plus aucun bruit et à cet instant, elle comprend définitivement la vérité. Le garçon joue avec elle, il contrôle le déroulement des événements à travers ses histoires. Et là, il vient de lui montrer que sa survie dépend entièrement de ce qu'il choisit d'écrire. Donc Clara sait alors qu'elle sera sa prochaine victime. Elle comprend aussi qu'elle ne peut ni prévenir la police ni convaincre la direction parce que personne ne la croira. Parce qu'une histoire pareille, c'est littéralement impossible de base. Alors elle décide de jouer selon ses propres règles. Quelques jours plus tard, elle donne un dernier devoir. Écrire une confrontation finale. Vendredi après-midi, lorsque le garçon rend alors sa copie, il croise enfin son regard pour la première fois. Ses yeux sont noirs froids, totalement dépourvus d'émotion, et un léger sourire assez cruel apparaît sur son visage. Il sait qu'elle a compris. Et il sait aussi qu'il pense déjà avoir gagné. Après le départ du dernier élève, Clara verrouille une nouvelle fois sa salle de classe et pose lentement la copie sur son bureau. Mais cette fois, elle ne lit pas le texte. À la place, elle prend son stylo rouge et écrit sa propre fin au bas de la feuille sans regarder une seule ligne du récit du garçon. Elle décrit un orage violent frappant soudainement le lycée, puis un éclair aveuglant explosant juste devant les fenêtres de la salle et forçant la créature tapie dans les ténèbres à fuir dans la panique. Seulement après avoir terminé, Clara commence enfin à lire le récit du garçon. L'histoire décrit la porte de la classe qui se verrouille seule. Au même instant, le verrou tourne lentement devant elle, puis la porte s'ouvre sur le couloir, plongée dans l'obscurité la plus totale. Une chose apparaît alors dans l'encadrement, une masse assez grotesque, monstrueuse, composée d'un torse humain gonflé, fixé sur des pattes noires. Un visage déformé et incrusté au milieu de sa poitrine, avec une bouche immense, remplie de dents brisées. L'odeur de chair pourrie envahit immédiatement la pièce, et la créature avance rapidement vers elle. Clara continue pourtant de lire à voix haute malgré la terreur qui lui coupe presque le souffle, puis survient le passage qu'elle a elle-même écrit à l'encre rouge. Un orage éclate brutalement dehors, la pluie martèle les vitres et un éclair gigantesque frappe la cour juste devant la fenêtre dans une explosion de lumière blanche. La créature pousse un hurlement atroce, sa chair semble brûler sous la lumière aveuglante, le silence revient enfin, et tremblante, Clara brûle ensuite entièrement la copie dans une corbeille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Ça paraît fou ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, on débriefe après. Le lendemain matin, le nouvel élève entre dans la salle de classe du coup. Lorsqu'il l'aperçoit vivante derrière son bureau, son visage se déforme sous une colère assez froide. Et pendant quelques secondes, il la fixe intensément. Puis,
il se tourne vers la porte et quitte définitivement la pièce. Et devinez quoi, 1 heure plus tard, l'administration annonce que sa famille vient de le désinscrire du lycée. Il déménage donc immédiatement vers un autre état et depuis ce jour, Clara publie discrètement son histoire sur des forums d'enseignants et des réseaux éducatifs sous des comptes anonymes. Et elle ignore où se trouve désormais le garçon, mais elle sait qu'un jour, quelque part, un professeur fatigué corrigera peut-être tard le soir la copie d'un élève silencieux à l'écriture impeccable. Et cette fois peut-être, personne ne pensera à écrire sa propre fin avant de lire la sienne. Cette histoire, elle m'a pas mal fait frissonner quand on l'a découvert avec Marwan sur Reddit, une histoire, je pense, et j'en suis même sûr, inventée toute pièce. C'est une fiction, mais elle est géniale. On dirait littéralement le synopsis d'un putain de film d'horreur. Ça m'a fait penser un petit peu, je sais pas si vous l'avez, au film Weapons. Ce que j'aime bien avec ce genre d'histoire, c'est qu'on peut un petit peu tout imaginer. On s'imagine un petit peu la vie du gosse, mais du coup, qui est ce petit ? Est-ce qu'il a des parents ? Est-ce que ses parents le manipulent ? Est-ce que ses parents l'aident à faire de la sorcellerie pour que des événements paranormaux se passent du coup dans la réalité ? Ou est-ce que c'est tout simplement lui qui est totalement fou ? Est-ce que ce petit est une entité traumatisée par le système scolaire et il est venu peut-être écrire tout ça pour tuer les personnes qui lui auraient fait du mal, donc les enseignants, le système de l'école ? Est-ce que cette histoire n'est pas là pour dénoncer quelque chose? Je la trouve hyper intéressante, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'attends vos avis sur cette histoire. Cette histoire est terrifiante, je vous l'accorde, mais j'ai l'impression que son but est plutôt de nous faire réfléchir. J'ai l'impression qu'elle est écrite pour qu'on théorise, donc j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Si on rentre dans la théorie paranormale, moi je partirais sur la théorie que c'est un enfant traumatisé par l'école qui a voulu déverser sa haine et sa colère sur des profs. Je vous l'accorde qu'il n'avait rien demandé, mais bon, voilà, ils étaient là un petit peu au mauvais moment. Je partirais plutôt sur ça, sur un fantôme, que quelque chose de rationnel, comme dans l'histoire, vous l'avez bien vu, hein. On était face quand même à une grosse créature à un moment, donc bon, rationnel pas tellement. En tout cas, elle m'a bien fait kiffer, ça m'a rappelé plein de films paranormaux que j'ai pu voir avec ma maman en buvant un petit thé là le dimanche. J'attends vos avis après la fin de chaque histoire, n'hésitez pas à faire voilà un petit sommaire, un petit chapitrage dans votre commentaire. Histoire 1, je pense ça de l'histoire, histoire 2, je pense ça, histoire 6, il n'y a pas d'histoire 6, pardon, my bad. En revanche, il y a une histoire 2 que je m'apprête à vous lire maintenant. Bon, notre prochaine histoire, elle nous est racontée par Adrien. Et Adrien, il sait parfaitement ce qu'il est devenu. Un voyeur. Ça commence très mal. Bon, il ne cherche jamais à excuser cette habitude malsaine, pas même devant lui-même. Observer les autres est un vice né de l'ennui, de la solitude et du sentiment d'être devenu invisible au milieu de la ville. Depuis son appartement, situé au 5e étage d'un immense complexe résidentiel, il contemple chaque nuit le bâtiment d'en face. Adrien, t'es légèrement effrayant quand même. Les deux immeubles se ressemblent trait pour trait, comme deux blocs de béton placés face à face autour d'une cour. Et quand la nuit tombe, les fenêtres éclairées dévoilent des centaines de vies ordinaires, toutes persuadées comme vous et moi d'être à l'abri des regards. Sauf qu'on a le petit Adrien qui observe depuis le salon. Et en plus il fait ça dans le noir, un vrai détraqué. Assis donc dans un vieux fauteuil usé, près de la baie vitrée, il cale ses coudes sur le rebord afin de stabiliser les lourdes jumelles qu'il utilise chaque soir. Pendant des heures, il observe les habitants du même bâtiment voisin, des couples dînent devant leur télévision, on a aussi des familles qui se disputent derrière des rideaux entr'ouverts, on a des inconnus qui vivent leurs routines les plus banales sans imaginer qu'un homme silencieux les observe tout simplement dans le plus grand des calmes depuis l'autre côté de la cour. Puis vient cette fameuse nuit. Adrien essuie la buée sur l'oculaire de ses jumelles et dirige son regard vers le 3e étage du bâtiment opposé. Il connaît déjà l'occupante de cet appartement, une femme solitaire nommée Clara. Depuis plusieurs semaines, il observe sa routine et chaque soir, elle lit quelques heures sur son canapé, boit un verre d'eau dans la cuisine, puis rejoint sa chambre. Avant de dormir, elle laisse toujours une petite lampe allumée près du lit. Cette nuit-là ne semble pas différente. Clara entre dans sa chambre, repousse les draps et s'installe sous sa couverture. Quelques secondes plus tard, elle tend le bras et éteint la lampe. La pièce plonge aussitôt dans l'obscurité et à peine éclairée par la lumière de lampadaire qui filtre à travers les rideaux, Adrien continue pourtant d'observer la fenêtre. Ses yeux s'adaptent lentement à la pénombre, puis quelque chose bouge. Dans l'angle le plus sombre de la chambre, une forme noire se détache du mur. Au début, son cerveau refuse de comprendre ce qu'il voit. La silhouette est immense, anormalement mince et glisse
lentement vers le lit. Adrien retient son souffle et serre les jumelles contre son visage. L'homme se penche au-dessus de Clara, ses bras s'approchent de sa gorge. La jeune femme se réveille brutalement, son corps se cambre, ses mains grifflèrent dans un geste désespéré, tandis qu'elle tente d'arracher les doigts qui l'étranglent. La scène se déroule dans un silence total derrière les vitres épaisses séparant les deux immeubles. L'agresseur reste parfaitement immobile malgré les coups qu'elle lui porte, grand, rigide comme une statue, et peu à peu les mouvements de Clara ralentissent. Ses bras retombent lourdement sur les draps, son corps cesse de bouger et Adrien demeure paralysé dans son fauteuil. Il comprend qu'il vient littéralement d'assister à un meurtre. Pendant une longue minute, l'homme reste penché au-dessus du cadavre. Puis il redresse lentement la tête et regarde directement vers lui. Malgré la pluie et la distance immense qui les sépare, Adrien distingue parfaitement ses yeux jaunes, perçant une terreur glaciale qui transperce littéralement sa poitrine. Le tueur recule alors lentement jusqu'à une fine lampe métallique placée près de la fenêtre. Le pied de la lampe n'est qu'une simple tige étroite, pas plus large qu'un manche à balai. L'homme se place derrière et disparaît. Mais pas dans l'ombre, il cesse littéralement d'exister aux yeux d'Adrien. Sous le choc, les jumelles glissent de ses mains, s'écrasent sur le parquet. Son cœur s'emballe aussitôt, vous l'imaginez. Il attrape son téléphone et compose les urgences avec des doigts tremblants. Il hurle l'adresse du bâtiment d'en face, parle d'un meurtre d'une femme étranglée dans son lit, et le standardiste lui demande son identité et comment il a pu assister à la scène. Bon, Adrien refuse de répondre à ce moment-là. Il répète simplement le numéro de l'appartement avant de raccrocher brutalement. Pris de panique, il verrouille aussitôt sa porte d'entrée et fait glisser la chaîne de sécurité, puis il recule lentement dans le couloir sombre de son appartement, tentant de se calmer et de reprendre son souffle. Et c'est alors là qu'il ressent quelque chose d'anormal. La température de son appartement chute brutalement. Un froid glacial envahit le salon alors que le chauffage est coupé depuis des heures. Adrien relève les yeux vers la pièce plongée dans l'obscurité. Tout semble identique. Le canapé, la télévision éteinte, le vieux porte-manteau près de la porte. Pourtant, sa vision devient étrange. Le porte-manteau paraît anormalement large, légèrement flou sur les bords. Une idée terrifiante remonte alors à la surface de sa propre mémoire. Au lycée, un professeur de biologie avait expliqué le fonctionnement du point aveugle humain, là où le nerf optique traverse la rétine. L'œil ne perçoit absolument rien. Le cerveau comble automatiquement ce vide en recréant artificiellement l'image manquante à partir de l'environnement autour. Normalement, ce défaut est invisible parce que les deux yeux travaillent ensemble. Mais si une soi-disant créature comprenait parfaitement cette faille biologique, alors elle pourrait exploiter cette zone morte du champ visuel humain. Elle n'aurait même pas besoin de se cacher derrière un mur. Il lui suffisait de rester parfaitement aligné derrière un objet étroit pour que le cerveau efface naturellement sa présence. Adrien sent la panique lui broyer l'estomac et d'une main tremblante, il couvre lentement son œil gauche. Et là, l'horreur apparaît. Derrière le porte-manteau, à moins de 3 mètres de lui, se tient l'homme. Son corps est replié d'une manière impossible, ses bras et ses jambes sont compressés contre son torse afin de réduire sa silhouette à une ligne verticale. Ses longs doigts pâles reposent délicatement contre le bois et ses yeux jaunes fixent Adrien sans cligner. Un cri reste coincé dans la gorge du jeune homme. Il comprend là immédiatement qu'il ne doit surtout pas rouvrir les yeux et si sa vision reprend, son cerveau effacera de nouveau la créature. L'homme comprend à son tour qu'il a été découvert. Son corps tremble tandis qu'il tente de réaligner sa silhouette avec l'angle mort du regard d'Adrien. Ses articulations craquent dans le silence de l'appartement. Adrien recule lentement jusqu'au placard du couloir sans quitter la créature des yeux. Le monstre abandonne alors toute discrétion. Ses membres se déplient brusquement, il avance, Adrien fouille les étagères derrière lui, des boîtes tombent au sol, des ampoules éclatent par terre, puis ses doigts trouvent enfin une vieille bombe de peinture fluorescente oubliée parmi ses affaires. Au moment où la créature bondit vers lui, Adrien arrache le capuchon avec ses dents et pulvérise un épais jet de peinture orange en plein sur son torse. Le résultat est immédiat.
La créature pousse un cri et recule brutalement. La peinture dégouline sur sa peau et dessine désormais clairement les contours de son corps. Sans réfléchir davantage, il jette l'aérosol au visage de la créature et se précipite vers la porte d'entrée. Il déverrouille donc la serrure après ça, arrache presque la chaîne de sécurité et se rue dans le couloir de l'immeuble. Au même instant, 2 lourdes bottes résonnent dans les escaliers. 3 policiers arrivent en trombe à son étage, armes dégainées, répondant à l'appel d'urgence. Adrien alors s'effondre contre le mur en pointant son appartement du doigt, incapable de parler correctement. Le pauvre, vous imaginez, il est totalement traumatisé. Les agents pénètrent immédiatement dans le logement, des ordres retentissent dans le salon vide et quelques minutes plus tard, l'officier principal ressort. Son regard est froid, l'appartement est vide, aucune trace d'intrusion. Les fenêtres sont verrouillées de l'intérieur, il n'y a qu'une lampe cassée, un porte-manteau renversé et une immense flaque de peinture orange sur le tapis. Dans le même temps, une autre équipe découvre le corps de Clara dans le bâtiment voisin. Elle a bien été étranglée dans son lit, mais là encore, aucun indice. Aucune empreinte, aucune trace d'effraction, aucun ADN. Pour la police, Adrien devient immédiatement le principal suspect. Comment connaît-il l'heure exacte du meurtre? Pourquoi appelle-t-il les secours avant même que le corps ne soit découvert? Pourquoi son appartement ressemble-t-il à une scène d'une lutte imaginaire? Pendant des heures, les inspecteurs l'interrogent dans une salle glaciale du commissariat. Ils dressent le portrait d'un voyeur obsessionnel ayant fini par tuer sa voisine avant de mettre une histoire absurde pour se couvrir. Pourtant, les caméras de surveillance prouve que Adrien n'a jamais quitté son étage cette nuit-là. Faute de preuves, la police finit par le relâcher et depuis, il vit dans un motel misérable à la périphérie de la ville. Il dort avec toutes les lumières allumées et observe sans cesse les ombres étroites projetées par les meubles de la chambre. Il sait que les enquêteurs ne trouveront jamais le véritable tueur. Il cherche un homme capable d'ouvrir des portes et de laisser des traces, pas forcément une créature capable de se cacher dans les angles morts du cerveau humain. Et c'est la fin de la deuxième histoire, elle est juste folle, le plot je le trouve génial. Bon, moi j'ai une théorie par rapport à cette histoire. J'ai bien l'impression que cette fameuse Clara s'est bel et bien faite agresser par un homme cette nuit-là, que notre protagoniste a bien pu observer cette scène absolument tragique, horrible, et que après, son imagination lui a joué pas mal de tours, ou du moins son traumatisme. Et après, tout ce qu'il a vécu lui, je pense que c'est totalement son cerveau qui l'a imaginé, que le traumatisme lui a amené toutes ces visions-là. Son cerveau peut-être a voulu le protéger, il a voulu se rassurer, et a inventé tout ça. Après, le cerveau se rassure bizarrement. Imaginez une sorte de forme immense, limite un monstre en fait finalement, assez particulier. Vous en pensez quoi? Je dirais pas tellement dans la théorie paranormale, j'irais soit dans le côté ok c'est littéralement une histoire fictionnée full, ou que le meurtre c'est réellement passé, mais en revanche que la suite de son histoire il a totalement inventé la suite de sa soirée. J'attends vos petites théories dans les commentaires. En tout cas, histoire hyper intéressante, hyper originale, je trouve. Je l'ai particulièrement appréciée. Et vous en avez pensé quoi? Dites-moi de suite ça. Et on passe directement à la troisième histoire. Bon, depuis sa mésaventure terrifiante avec Tinder, où une simple rencontre avait failli le conduire littéralement droit vers une secte prête à le sacrifier, notre Malik, notre protagoniste finalement de cette prochaine histoire, essaie désespérément de retrouver une vie normale. Et malgré tout ce qu'il a vécu, il reste seul célibataire et cette solitude finit par peser plus lourd que sa peur. Alors contre toute logique, il replonge dans les applications de rencontres et télécharge Hinge, persuadé que cette fois, les choses seront différentes. Il a entendu dire que les gens normaux utilisent cette application et que les rencontres y sont plus simples là-bas, plus sincères, moins dangereuses. Et après ce qu'il a traversé, Malik n'aspire plus qu'à quelque chose de banal. Comme la première fois, il crée son profil sans trop réfléchir et commence à faire défiler les profils. L'apparence, le passé, c'est un truc qui va lui importer assez peu désormais. Il veut simplement quelqu'un pour sortir de sa solitude. Et finalement, un match apparaît. Une femme nommée Zoé. Dès la première photo, elle attire immédiatement son attention. Elle porte une robe rose vif et son sourire donne vraiment l'impression qu'elle déborde d'énergie et d'assurance. Très vite, ils commencent à discuter et à la surprise de Malik, la conversation devient fluide immédiatement. Quelques heures seulement après leur premier message, Zoé lui propose déjà un rendez-vous dans un McDonald's ouvert tard la nuit. L'invitation le fait plutôt sourire. Et après son dernier rendez-vous qui avait fini littéralement en rituel sacrificiel, un simple fast-food lui paraît beaucoup plus cool et simple, presque romantique. Cette fois, pas de route isolée ou de forêt perdue, juste des nuggets, des frites et une fille qu'il trouve plutôt jolie. Pour la première fois depuis longtemps, Malik se sent réellement
enthousiaste à l'idée d'aller faire un petit date. Il se prépare donc avec soin et part bien trop tôt, incapable de contenir son excitation. Et lorsqu'il arrive devant le restaurant, avec près d'1h30 d'avance, il pense simplement attendre tranquillement à l'intérieur, tout en travaillant un peu sur son téléphone. Mais dès qu'il lève les yeux vers la vitre du McDonald's, son estomac se serre. Zoé est déjà là. Elle est assise seule à une table, immobile. Elle le fixe à travers la vitre comme si elle l'attendait depuis des heures. Comme si elle savait exactement quand il l'arrivait. Le malaise traverse Malik une fraction de seconde, mais il décide d'ignorer tout ça et d'aller kiffer. Après tout, ils sont simplement tous les deux en avance, quoi. Bon, rien de flippant. Il entre dans le restaurant avec un sourire nerveux et plaisante sur le fait qu'ils ont visiblement eu tous les deux beaucoup trop hâte de se voir. Zoé éclate de rire, beaucoup trop fort. Puis elle pose lentement sa main sur son épaule avant de lui dire avec un sourire étrange qu'il est vraiment drôle pour un Irlandais. La remarque le perturbe immédiatement parce que Malik, il est métis et très peu de gens devinent facilement et correctement surtout ses origines. Le fait qu'elle semble les connaître sans qu'il ne les ait mentionnés, lui donne un léger frisson qu'il essaie de masquer derrière un rire. Il répond alors qu'elle le flatte beaucoup trop avant de lui faire une accolade pour détendre un petit peu l'atmosphère comme il peut. Mais au moment où leur corps se rapproche, Zoé approche soudainement son visage contre son épaule et inspire profondément, très profondément. Elle murmure qu'il sent incroyablement masculin, avant de coller son nez près de son oreille pour recommencer. Le comportement est assez bizarre, mais Malik tente encore de rationaliser la situation. Peut-être qu'elle est juste maladroite socialement, peut-être qu'elle est juste nerveuse, et bon, il va se dire, c'est ok, moi je le suis aussi. Alors, il laisse passer le truc, et quelques minutes plus tard, ils mangent ensemble et discutent tranquillement. Zoé est drôle et intelligente, mais pourtant quelque chose continue de déranger Malik. Elle le regarde d'une manière insistante, comme si elle ne voyait plus les clients autour d'eux. La nourriture, le restaurant, rien. Uniquement Malik. Ce regard aurait pu être touchant s'ils ne s'étaient pas rencontrés 10 minutes plus tôt. Bon, après le repas, les choses s'enchaînent très rapidement. Ils finissent dans la voiture de Malik, puis chez lui, puis dans son lit, avant même qu'ils aient réellement le temps de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Après leurs ébats, Zoé éclate de rire et affirme que c'est la meilleure nuit de sa vie. Elle lui propose ensuite de lui apporter de l'eau. Et épuisé, Malik accepte avec plaisir. Elle revient avec les verres. Ils restent tous les deux allongés dans le lit à discuter et à rire. Et pendant quelques instants, Malik a réellement l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de spécial. Zoé est drôle, vive d'esprit et incroyablement agréable à écouter. Une partie de lui commence un petit peu à croire qu'elle pourrait être la bonne, enfin. Mais soudain, une immense fatigue s'abat sur lui, comme s'il venait d'avaler des litres d'alcool en quelques secondes. Son corps devient lourd, sa vision se brouille, il tente de se lever pour aller aux toilettes, mais avant même de pouvoir quitter le lit, ses yeux se ferment. Le noir total. Et lorsqu'il se réveille, la chambre est plongée dans l'obscurité. Les lumières sont éteintes et la seule chose qu'il entend est le léger grondement de la climatisation. Complètement désorienté, Malik met plusieurs secondes à comprendre où il se trouve. Puis, les souvenirs reviennent brutalement. Zoé, le rendez-vous, le lit. Il attrape donc son téléphone et voit l'heure, 3h28 du matin. Son regard glisse immédiatement vers la place vide à côté de lui. Les draps sont marqués par l'empreinte du corps de Zoé. Elle était là quelques secondes plus tôt. Malik se redresse d'un coup, son cœur commence à battre de plus en plus vite, vous comprenez bien évidemment. Puis il ressent quelque chose d'horrible, une sensation assez incompréhensible, impossible à expliquer. Il comprend instantanément qu'il n'est pas seul dans la pièce. Lentement, il tourne alors la tête vers le coin de la chambre et son sang se glace. Zoé se tient là, debout dans l'ombre, immobile. C'est la seule partie de la pièce que la lumière de la lune n'atteint pas. Il distingue la silhouette de Zoé, mais pas son visage. Alors d'une voix tremblante, Malik lui demande ce qu'elle fait et Zoé laisse échapper un petit rire innocent avant de répondre calmement « Ferme les yeux bébé, j'adore te regarder dormir ». Un frisson glacé traverse tout le corps de Malik. Il lui dit immédiatement qu'il n'est pas à l'aise avec ça et lui demande soit de revenir au lit, soit de partir. Puis Zoé rigole doucement et lui répond « Tout ce que tu veux bébé ». Avant même qu'il puisse réagir, elle bondit dans le lit avec une vitesse terrifiante et s'agrippe à son bras. Son sourire
est immense et surtout, elle ne cesse jamais de le regarder. Bon, Malik comprend très clairement que s'il essaie de partir maintenant, elle ne le laissera probablement pas faire. Il reste donc immobile, raide comme une statue, priant simplement pour survivre jusqu'au matin. Zoé approche alors ses lèvres de son oreille et murmure « J'ai attendu tellement longtemps que tu me choisisses, j'ai dû te regarder de loin pendant des mois sans pouvoir te parler, mais maintenant tu m'as enfin choisi. » Dites-vous que chaque mot qu'elle prononce détruit de plus en plus le sang-froid de Malik et une seule pensée tourne dans son esprit à ce moment-là. Cette femme en fait le stalkait depuis des mois déjà. En essayant de rester calme, il prétend avoir besoin d'aller aux toilettes. Zoé à ce moment-là, elle éclate de rire, puis elle répond avec un calme terrifiant. Tu n'as pas besoin d'y aller. Pendant que tu dormais, j'ai utilisé de l'eau chaude pour te vider afin que tu n'aies pas à te laver. Je suis attentionné, hein. Là, Malik, il faut porter plainte après ça, directement, si tu sors de ça. Le cœur de Malik s'emballe totalement. Il rit nerveusement malgré la terreur absolue qui lui écrase la poitrine. Il essaie ensuite de prétendre qu'il a faim pour trouver une excuse et quitter le lit. Mais cette fois, Zoé ne sourit plus. Son visage se déforme soudainement de colère, puis elle pousse un cri. Alors, il choisit la seule stratégie qui lui semble possible, survivre tout simplement jusqu'au lendemain. Il lui souhaite alors bonne nuit d'une voix tremblante et ferme les yeux, espérant simplement désamorcer la situation. Et contre toute attente, l'épuisement finit par l'emporter et il se rendort. Lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, le soleil éclaire doucement sa chambre, les rideaux sont ouverts et pendant une seconde, tout paraît normal. Puis, les souvenirs de la nuit précédente reviennent d'un coup et Malik bondit hors du lit, prêt directement à se battre. Mais la chambre est totalement vide. Le sac de Zoé a disparu, le lit est parfaitement refait, comme si elle n'avait jamais existé. Pris de panique, il fouille toute la maison, placards, pièces, coins sombres. Il n'y a absolument personne, il est tout seul. Il attrape ensuite son téléphone et ouvre Hinge. Le profil de Zoé a disparu. Leur conversation aussi totalement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Malik refuse pourtant de croire qu'il a imaginé tout ça. Elle était bien là, elle l'a observé dormir, elle l'a empêché de partir. Tout était réel. Complètement alors sous le choc, il finit par aller dans sa cuisine, il ouvre son réfrigérateur machinalement, puis il hurle. L'horreur qui se trouve à l'intérieur lui retourne immédiatement l'estomac. Il vomit dans l'évier avant même de comprendre totalement ce qu'il vient de voir. Dans son frigo repose une tête humaine décapitée. Celle d'Ava, la femme qu'il avait rencontrée sur Tinder des semaines plus tôt. Le sang est encore frais, comme si la tête venait juste d'être déposée là. Malik s'effondre au sol avant de contacter la police. Plus jamais, il n'utilisera Hinge de sa vie. Elle est folle, j'adore. Je suis fan de l'histoire. On est vraiment sur le film là, récemment sorti au cinéma, Obsession, on est d'accord, hein. Je m'attendais à la fin honnêtement à découvrir un chat dans le frigo, non, encore pire, une tête. Je sais pas si vous avez vu ce film Obsession au cinéma, bon je vous spoil pas, je vous conseille juste d'aller le voir en vrai. C'est un film qui révolutionne vraiment, je trouve, le genre de l'horreur avec ses nouvelles mécaniques hyper surprenantes. Il y a plusieurs scènes moi qui m'ont trauma, je vous en parlerai quand le film, je pense, aura pas mal tourné en salle parce que c'est un film hyper flippant. D'ailleurs, je viens d'y penser à l'instant, ça serait fou qu'on regarde des films ensemble. Voilà, que j'organise des watch parties, films d'horreur. On se rencontre et on se regarde des films ensemble. Ça peut être fun, je cogite là sur ça, ça peut être pas mal. Je me suis emporté complètement. Pour en revenir à ce que je disais, l'histoire est très cool. Alors moi, j'y vais direct dans cette théorie-là, hein. Beaucoup trop. Même la fin fait très fiction. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur la suite de l'enquête. Qu'est-ce qu'il a fait, voilà, après avoir découvert la police. Non, c'est une fin aussi brutale comme ça qui fait très fiction. Tout de même, tous les éléments semblent très gros. Est-ce que c'est vraiment même possible que sur l'application Hinge, vous me le direz pour ceux qui sont là-bas, est-ce qu'on peut vraiment supprimer une conve depuis notre téléphone et que celle-ci disparaisse aussi sur du coup le téléphone de la personne avec qui on parle? Bref, il y a plein d'incohérences je trouve dans l'histoire, mais en tout cas elle est quand même très cool. J'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. J'espère que vous kiffez quand même les histoires, même si elles sont fictionnées. Moi en tout cas j'adore, ça me fait vraiment penser à des films. J'ai l'impression qu'on est en train de tout simplement lire un film ensemble en fait. Mais par contre si c'est vrai, oula, l'ambiance que je fous vraiment sur YouTube, elle est pas forcément dingue. Après, depuis le début, je dis que toutes les histoires sont fictionnées, on n'en a pas la preuve. À tout moment, c'est totalement vrai. Bon, la première, j'en doute un peu, mais les deux dernières là qu'on a vécues ensemble, carrément, elles ont été tellement éprouvantes que je lâche le mot vécu. Bah, on sait pas. Vrai ou faux, à vous de nous dire. Mais en tout cas, ça ne change pas du tout l'idée que j'ai sur les histoires. Statistiquement, c'est
hyper possible que cette situation-là est déjà arrivée à des gens. À tout moment, il y a un mec dans le chat qui me dira j'ai vraiment rencontré une meuf comme ça là sur Hinge, idem, vraiment la même. Un mec aussi pareil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager ça. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un date assez foireux de la sorte? J'ai hâte d'avoir vos retours. Et d'ailleurs, j'y pensais, mais ça me faisait penser à une histoire que j'avais racontée sur Instagram. Donc si vous voulez venir voir aussi ce que je fais sur Instagram, vous tapez Léo-YTB. Je poste régulièrement des vidéos, des histoires d'horreur que vous me racontez ou que je vois sur Reddit dans un format beaucoup plus court mais tout aussi flippant, vous le verrez. En tous les cas, je vous laisse juger ça dans les commentaires Instagram, TikTok et ainsi de suite. Bref, prochaine et dernière histoire. Notre dernière histoire, elle est arrivée à Hugo. Et au départ, Hugo n'avait absolument pas prévu de rester aussi tard au bureau. Bon, comme souvent, il s'était dit qu'il finirait rapidement un dernier dossier avant de rentrer chez lui. Rien d'inhabituel finalement, juste quelques tableaux à corriger, 2 ou 3 mails à envoyer et un fichier à finaliser avant le lendemain matin. Vers 23h, la dernière collègue, encore présente dans l'open space, range ses affaires et lui demande s'il descend avec elle. Hugo lui répond qu'il lui reste simplement un document à terminer et qu'il sera juste derrière. Au moment où il le dit, il y croit vraiment, mais les minutes passent plus vite qu'il ne le pense et dans leur entreprise, l'imprimante principale se trouve dans un petit espace situé juste à côté du service financier. Une vieille machine énorme, beige, constamment en panne, capable de faire assez de bruit pour réveiller tout l'étage lorsqu'elle démarre. Vers minuit, alors que tout l'étage est plongé dans le silence, l'imprimante se met soudainement en marche toute seule. Le bruit le fait légèrement sursauter, alors Hugo lève les yeux de son écran et pousse un soupir fatigué. Il pense immédiatement qu'un collègue travaille depuis chez lui et a lancé une impression à distance sans venir la récupérer. Ce truc-là arrive tout le temps, donc ça va pas plus l'inquiéter que ça. Il se lève donc tranquillement et traverse l'open space vide jusqu'à l'espace copie. Une seule feuille sort lentement de la machine, pas d'en-tête, pas de logo, pas de nom de fichier, juste une phrase imprimée au centre de la page, une phrase d'ailleurs assez bizarre: ne prends pas l'ascenseur après minuit. Bon, Hugo éclate de rire malgré lui, ça ressemble exactement au genre de blague absurde que pourraient littéralement faire certains employés du service opération, une plaisanterie de bureau un peu bizarre destinée à effrayer les collègues qui travaillent tard. Bon, amusé, il prend alors la feuille en photo et l'envoie dans le groupe de discussion de son équipe avec un message moqueur. Allez les gars, c'est lequel d'entre vous, le psychopathe qui s'amuse à ça? Et là, le problème c'est qu'il n'y a aucune réponse. Pas même un emoji. Le silence du groupe lui paraît étrange, mais bon, il hausse simplement les épaules et passe à autre chose. Il froisse la feuille sans pour autant la jeter, et au lieu de ça, il la laisse à côté de son clavier avant de reprendre son travail. Le dossier lui prend finalement beaucoup plus de temps que prévu, et lorsqu'il envoie enfin le fichier, il est déjà minuit 21. Et c'est précisément à ce moment-là que l'imprimante redémarre. Cette fois, Hugo ne rit pas. Le bruit est différent, comme si la machine peinait à fonctionner. Une feuille commence à sortir, se bloque à moitié, puis continue lentement jusqu'au bout dans un graissement désagréable. Hugo alors se dirige vers l'espace copie avec une boule étrange dans l'estomac. Sur la feuille, une nouvelle phrase l'attend. Peu importe ce que tu entends, ne descends pas au 14. Cette fois, le malaise est immédiat. Hugo reste immobile devant la machine devant plusieurs secondes. Tout l'étage est silencieux, les lumières automatiques au-dessus des bureaux se sont éteintes depuis longtemps et seule la lumière froide de l'espace copie éclaire encore une partie du couloir. Il essaie alors directement de rationaliser. Quelqu'un a probablement programmé plusieurs impressions à l'avance. Une blague un peu élaborée, peut-être qu'un collègue attend simplement qu'il panique dans le groupe de discussion. Bon, il plie malgré tout la seconde feuille et la glisse dans la poche de son manteau, sans réellement d'ailleurs savoir pourquoi, peut-être pour la montrer aux autres le lendemain matin, peut-être parce qu'il n'aime pas l'idée de la laisser là. Finalement, il rassemble ses affaires et quitte son bureau. Le couloir extérieur est désert, et lorsqu'il arrive devant les ascenseurs, l'un d'eux est déjà là, porte ouverte. Pendant une seconde, Hugo hésite réellement à faire demi-tour, puis il se sent assez ridicule. Ridicule d'avoir peur de 2 feuilles imprimées. Il entre alors donc dans la cabine et appuie sur le bouton du hall. Les portes se referment immédiatement. L'ascenseur commence sa descente normalement. 31, 30, 29, 28... Hugo sent même la tension redescendre légèrement, puis soudain, la cabine chute brutalement d'un demi-étage. Son estomac se soulève instantanément, les lumières clignotent une fois, puis l'écran numérique change, 14. L'ascenseur s'arrête net, il fixe le chiffre lumineux sans comprendre, puis il appuie de nouveau sur le bouton du hall.
rien. Il appuie sur fermeture des portes, mais toujours rien. La panique commence doucement à monter dans sa poitrine et il finit alors par appuyer sur le bouton d'appel d'urgence. Le téléphone intégré s'allume presque immédiatement et des parasites crépitent quelques secondes, puis une voix féminine se fait entendre. Tout va bien, les portes vont s'ouvrir. Veuillez sortir de la cabine. Le soulagement traverse Hugo immédiatement. Entendre une autre voix humaine lui fait presque oublier le reste. Puis les portes commencent à s'ouvrir. Dehors, il n'y a rien, vraiment une obscurité totale. La lumière de la cabine éclaire uniquement l'entrée de l'ascenseur avant d'être avalée par le noir. Impossible de voir un mur, impossible de voir le sol. La voix va répéter « Veuillez sortir de la cabine » et comme hypnotisé, Hugo avance légèrement. Puis, sa main touche accidentellement le papier plié dans sa poche. Il sort la feuille froissée et humide à cause de sa paume moite, mais les mots restent parfaitement lisibles. Ne descend pas au 14. Bon alors là, vous imaginez à sa place, je pense qu'on aurait eu la même réaction. Un frisson violent traverse immédiatement tout son corps. Et c'est là qu'il remarque quelque chose d'impossible. Sur le panneau de l'ascenseur, il n'existe aucun bouton 14. Il commence alors à marteler le bouton de fermeture des portes. La voix au téléphone change légèrement, elle paraît plus insistante. Veuillez sortir de la cabine. Hugo continue d'appuyer encore. La voix répète encore veuillez sortir de la cabine en rajoutant maintenant en criant. Puis il entend quelque chose dans l'obscurité. Des pas. Lents, des chaussures dures qui frappent du carrelage et au début les bruits semblent éloignés. Puis ils accélèrent de plus en plus vite. Hugo sent son souffle se couper. Il appuie tellement fort sur le bouton que son pouce glisse et se tord carrément douloureusement en arrière. Les pas continuent de se rapprocher et maintenant il entend autre chose. Un léger frottement après chaque pas, comme quelque chose qui traîne derrière la personne dans l'obscurité. La voix dans le téléphone murmure alors « Tu dois sortir ». Puis enfin les portes commencent à se refermer très lentement et au moment précis où l'ouverture devient suffisamment étroite, Hugo aperçoit quelque chose bouger au bord du noir. Il ne voit aucun visage, aucune silhouette claire, juste une main, une immense main pâle qui se tend lentement vers la lumière de l'ascenseur. Puis les portes se ferment brutalement, l'ascenseur chute à nouveau, le téléphone grésille une seconde avant qu'une autre voix n'apparaisse. Cette fois, une vraie voix. Sécurité du bâtiment, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'ascenseur 3? Hugo est assis par terre à ce moment-là, incapable de bouger correctement. Il explique qu'il est coincé, que l'ascenseur s'est arrêté au 14e étage. Puis l'agent de sécurité répond très lentement « Monsieur, ce bâtiment n'a pas de 14e étage ». Quand les portes s'ouvrent enfin dans le hall, quelques minutes plus tard, Hugo est toujours assis au sol de la cabine, incapable de parler normalement. Et dans sa main tremblante, le papier froissé est encore là, humide de sueur. Et malgré les piles et les traces d'eau, la dernière phrase reste parfaitement lisible. Ne descends pas au 14. Et c'est la fin de notre histoire et de ces 4 histoires. On finit en beauté avec cette j'imagine fiction encore une fois. Je les adore. Voilà, bon, moi je suis fan de fiction les mecs. Est-ce que vous aussi? Et les filles, attention. Je vous écarte pas évidemment. J'imagine des personnes qui taffent dans des grosses boîtes et qui vont demain aller au taf et tranquillement se rendre compte qu'ils s'arrêtent au 14e étage parce qu'ils travaillent directement là en fait. Force à vous, force à tous ceux qui prendront un jour un ascenseur et qui s'arrêteront au 14e étage. D'ailleurs il y aura sûrement un problème car le 14e étage n'existe pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis, j'ai pris un réel plaisir à vous raconter ces histoires. J'adore ce format, je le trouve hyper simple, naturel, je trouve les histoires simples à comprendre. Elles peuvent toutes littéralement nous arriver, bon à part quand il s'agit de trucs surnaturels un peu abusés. Ça fait souvent très film, mais en vrai, si tu les maxes un peu moins, en vrai, ce genre de situs peuvent absolument toutes nous arriver. N'hésitez pas à me dire si vous adorez ce format. Dans ce cas-là, je continuerai. Je veux un maximum de commentaires qui me poussent à continuer ce format-là, sinon je l'arrête demain. Merci d'avoir suivi tout ça. Je vous embrasse, c'était Léo. Passez une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires racontées dans ce beau décor qui va changer d'ailleurs très bientôt parce que j'ai plus d'argent pour payer ce local. Je vanne, je vais l'améliorer. Bisous tout le monde. En fait c'est pas vrai, j'ai menti en fait. Je vais pas forcément l'améliorer, il est déjà très bien comme ça non? Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. On était sur un petit mensonge à la fin, je suis vraiment désolé, voilà. Je vous embrasse. Elle est nulle cette fin, vrai, je vais la laisser comme ça parce que j'aime beaucoup ce côté naturel de ce genre de format. Bisous tout le monde, salut. Shipstorm or Shipballs? Shipstorm is pretty good. Shipballs is also pretty good. I think Shipstorm. Let's see. Let's sleep until day.
Good morning. High five. Girls don't ship. Girls don't shit. Oh, that's also a good one. Some really good names you guys are coming up with. Ligma ship. Oh. Okay, so shipyard. Brig. Oh my god. Holy ship. Honestly, I think we do have materials for a lot of these. Ship yourself. Let's see. Repair kit, we leave. Guys, does anyone know where I can sell some of this shit? Like, I feel like we can get some nice money for all this alcohol. But I don't know where to sell. This vase we stay. Oh, we could also have sold that and this. Hold on. Deeper ship? Deeper ship? Step ship? Step ship is good. Guys, hold on. We don't know if we can build this ship yet. Okay. I'm gonna put the bell and 50 wood back. Okay, we got all the resources from the ship. Yeah. There we go. Damn it. Yeah. Names are for free, materials are not. Yeah, tell me about it.